Bonjour, ici Fabien, créateur d'Épanescence, et bienvenue dans la série À cœur ouvert, dans laquelle j'accueille des individus, des 9 personnalités, pour offrir un espace de discussion à leur expérience personnelle, de la connaissance de soi, puis proposer une vision ouverte, dynamique et nuancée de l'énéagramme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à voir des types de façon cliché, et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'échanger avec des gens qui connaissent leur type, qui l'ont vécu, qui le voient avec finesse. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de t'accueillir, Michael. Donc, j'accueille Michael Abitbol. Et pour introduire un petit peu qui tu es avec des gros guillemets, je te propose de nous raconter ta petite rencontre avec l'énéagramme, du contexte, de comment ça s'est passé pour glisser ensuite vers toi et te poser plein de questions. Oui, bah déjà, merci de me recevoir. Merci aussi à Jérémy quelque part, parce que c'est grâce à Jérémy que je t'avais interviewé précédemment, qui est un très Ouais, bon ami, hein, pour la qui petite est- histoire, Jérémy, quand j'ai demandé à Jérémy, est-ce que tu as quelqu'un d'intéressant, quelqu'un à me conseiller pour faire passer dans Hacker Ouvert, il me dit, contacte Jérémy direct. Euh, il a des choses à dire, du coup, moi, je suis le sens du courant, donc je fais, Voilà, OK, voilà. let's go, et puis du coup, te voilà, et j'ai un grand plaisir de t'accueillir pour discuter ensemble. Ouais, merci beaucoup. Bah écoute, moi, l'énéagramme, ouais, c'est pas une petite rencontre, c'est quand même une grande rencontre. Hmm. Euh, bon, rapidement, moi, j'ai commencé mon cheminement, j'avais la vingtaine. Donc, moi, j'ai commencé plutôt mon cheminement par les voies spirituelles, hein, pas par la thérapie proprement dit. Et donc, moi, l'énéagramme, je l'ai abordé par le biais d'un instructeur spirituel qui était dans une voie soufie. Et donc, bien sûr, les soufis utilisent l'énéagramme dans certaines confréries. Et donc, moi, je l'ai abordé l'énéagramme par ce biais-là, avec la dimension ésotérique, donc incluant la dimension psychologique, mais c'était essentiellement initiatique aussi. Donc j'ai commencé à découvrir ça comme ça. C'était à peu près on va dire quoi, en 2008, ouais, dans ces eaux-là. Et bon, mais ça a été un choc, quoi, un choc conscient, un choc positif. Et bien sûr, narcissiquement, au début, ça n'a été pas évident. J'imagine comme beaucoup de gens, de constater qu'en fait, j'étais grillé, quoi. Personne ne le savait, mais toi, oui. Voilà, oula, surtout, faut pas que ça s'ébruite, ça, quand même, parce que mon narcissique de base 2, il va en prendre un coup, tu vois. Faut pas que ça se sache. Et non, surtout pour les dents, tu vois, il faut pas qu'il se fasse aider. Sinon, il est plus aidant dans sa compulsion, tu vois. Hmm. Et donc, il y a eu un petit temps d'incubation, on va dire, de digestion. Au début, il y avait des petites négociations internes. Oui, mais non, mais oui, mais non. Ouais, non, je suis pas ça quand même. Parce qu'en fait, tout de suite, quand j'ai vu le symbole, j'étais attiré intuitivement vers la base 2. Toi, il y avait un mouvement naturel, tu vois. Sans savoir de quoi ça parlait, sans savoir les 9 types. Non, non, Ok. le symbole avec les chiffres. Tu vois, il y avait les chiffres. Et Ouais. le 2, boum, il y a eu une intuition. Et bien sûr, le mental revient. Ouais, non, mais attends, il faut comprendre l'outil. Comme moi, j'aime bien approfondir, décortiquer. Donc voilà, j'ai pris le temps d'ingérer l'outil, de bien voir un petit peu s'il n'y avait pas d'autres types où ça parlait. Et à chaque fois, je revenais en fait. Quand je faisais un feedback de mon existence, de mon enfance, de tout ce récap et de mon interaction avec les gens, à un moment donné, l'honnêteté spirituelle ou personnelle te dit que, écoute, ce que tu veux faire, il faut bien commencer par quelque part. Ouais. C'était Voilà. dur est-ce que quand tu as vu les mécanismes du 2, tu t'es reconnu, tu t'es vu, au contraire, tu ne voyais pas parce que c'était trop inconscient et souvent ça peut être le cas de non, moi, non, je vois pas ça, éviter mes besoins, non, non. Aider les autres, oui, bon, ok, un petit peu. La flatterie, non, je fais pas ça. Souvent, j'entends des trucs comme ça. Comment toi, tu le voyais ou pas du tout au début? Bah, quand j'ai vu la compulsion d'évitement de ses besoins, le corps, naturellement, il a fait ouf, tu Hmm, vois. Et donc là, j'observe ok. le corps, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, oh, non, c'est quoi ce bordel? Non, non, les besoins, c'est dangereux. Tu Ah vois, ouais. ouais, ça a fait monter une angoisse, hein.
vraiment une angoisse presque de mort. Hein. Ouais. Les Tu besoins. vois, Ok. la compulsion démasquée, elle se dit, oulala, mais si on m'enlève, moi, je vais mourir. Parce que en tant qu'enfant d'eux, et j'ai revu mon enfance par rapport à mes parents et l'entourage proche, ben, c'était je n'existe que parce que je nourris les besoins des autres. Et si je ne peux plus faire ça, ben, on va m'abandonner, on va plus m'aimer. Et donc, au niveau de la survie, c'est je vais mourir. Je vais être abandonné dans la forêt, le loup va me dévorer, quoi. Hein. Oui. Tous les schémas sont arrivés très rapidement. Alors, heureusement, j'avais déjà une bonne pratique de la méditation. Donc, la conscience de témoin, l'observation, le stop, j'avais déjà pré-pratiqué, quand même depuis longtemps, dans le zen. Donc, ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça allait vite. C'est-à-dire, moi, quand je commence un truc, je suis assez obsessionnel et il faut que j'aille au bout, quoi. Ouais. Et donc, je me suis mis focus H24, tu vois, à pratiquer, en fait. Tu vois, je me créais même des pratiques particulières sur certains axes pour intégrer la chose. Et puis, à un moment donné, quand j'avais commencé à comprendre mon type, j'ai commencé à voyager dans les autres types. Et tu vois, je faisais une semaine de pratique où je faisais semblant que j'étais un type. Ouais. Tu vois, ça c'est pas mal de jouer à l'aîné à type 1, 2, 4, 6, 8. Tu vois, et c'était intéressant parce que je voyais où j'avais des facilités à représenter, où c'était plus compliqué. Et en même temps, ça me permettait de retravailler mes centres. Tu vois, ça c'était une méthode. Et ce qui m'a aidé aussi au tout début, c'est quand j'ai vu compulsion des besoins, j'ai tapé besoin sur Internet. Et puis, je suis tombé sur la communication non violente. Tu vois, et tout l'axe de la communication non violente, c'est l'expression des besoins. Ouais. Et donc là, je dis, waouh, là, j'ai un outil qui va pouvoir m'aider, en fait. Tu vois, à me dire sans angoisse, sans tout ce que ça, toute la compulsion qui s'exprime. Donc, je me suis formé en communication non violente. Et voilà. ça a dû être super. Est-ce que, enfin, je me dis, pour un dos, ça doit être super dur, puisque le cœur de la CNV, ce sont les besoins. À chaque fois que tu sens un truc, que tu as une émotion, une tristesse, n'importe quoi, tout l'intérêt, tout l'enjeu, c'est d'aller gratter dessous. Ok, c'est quoi comme dit certaines enseignants en CNV, c'est quoi ce j'aime vivre que je ne peux pas vivre? C'est quoi ce besoin sous-jacent là qui est là? Mais quand c'est ta compulsion, putain, ça doit être super dur à checker tous les jours, quoi. Ah ben oui, c'était des stops à répétition dans la journée, c'est-à-dire dans le soufisme, il y a cette notion par Gurdjieff du rappel de soi. Oui. Tu vois, et donc en fait, je me mettais des alarmes sur mon portable toutes les heures pour me revenir à moi, pour reprendre un petit temps, respirer, me reconnecter, observer ce qui se passe, tu vois. Et dès que j'étais stimulé par des événements, des situations, des personnes, hop, je sortais de la situation, tu vois. J'avais mis en place des mécanismes de survie, tu vois, des tirages d'alarme pour m'extraire, pour pas être réactif, tu vois, et aller ensuite, voilà, accueillir la charge émotionnelle qui remontait, accueillir l'enfant intérieur, hein, en fait, hein, quelque part, hein, l'enfant moi, tu vois, et prendre le temps, petit à petit, l'écouter, mais c'était pas évident au début, parce que moi, j'avais appris à le faire pour les autres. Oui. Et j'étais très bon pour ça, tu vois, et c'est pour ça que je suis devenu thérapeute, hein. Mais il y a thérapeute et thérapeute. C'est ça. Tu vois, et donc, c'est-à-dire, c'est comment tu te rends compte de cette prostitution émotionnelle que peut vivre le 2, où en fait, il a un tel besoin d'attention, d'amour, de lien, qui va dévier totalement qui il est, il va se suradapter pour vraiment être adapté aux besoins de l'autre. Donc, bien sûr, il est aimé quand il fait ça, mais en fait, lui, il se désagrège. Petit à petit, il bouffe, il gonfle, parce qu'il mange ses émotions. Donc, ça a été de revoir ça, que en fait, il y avait une grande dépendance affective derrière, et le travail, ça a été de devenir un bon ami pour moi. Une bonne maman pour toi, même. Voilà, bon papa, bonne maman, et donc travailler sur les archétypes de la mère, du père, et intérioriser leurs qualités pour ensuite les pratiquer et être la ressource au bon moment quand l'expression de l'enfant crise un petit peu à l'intérieur, tu vois, quand le feu brûle, quoi. Ouais. Donc ça a été des facettes.
Je fais une mini parenthèse pour avoir ton retour parce que c'est assez récent que j'ai découvert ça et je ne sais pas dans quelle mesure c'est pertinent, mais j'avais vu que le type 2, dans la théorie des relations d'objets et de comment il y a l'attachement dans l'enfance, le type 2, il y a un rejet de la figure du père, alors pas du père, hein, papa, mais de la figure de guidage et de protection. Il y a un rejet net de cette fonction-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté ou pas du tout? Alors, je pense que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire c'est au niveau des synchronicités, puis d'une approche plus large aussi de la chose. Moi, le père que j'ai eu, maintenant, bon, ça va super bien, on a vraiment fait des très belles guérisons, et ça n'a rien à voir quand il y a 20 ans. Hein. Ouais. Mais en tout cas, enfant, moi, j'ai été éduqué par 3 femmes. C'est intéressant. Et ouais, donc il y avait ma mère, ma grand-mère et ma sœur, ma grande sœur. Mon père, il était là, mais il n'était pas là, c'est-à-dire il bossait tout le temps. Et voilà, il fallait qu'il mette du bois dans la cheminée. Hein. Hmm. Et donc, il n'était pas vraiment présent. En fait, de 0 à 7 ans, moi, je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que je n'avais pas de contact. Vraiment, je le voyais. Il nous filmait avec la caméra, mais il était planqué derrière la caméra, tu vois. Ouais, Donc, il ne rentrait pas devant la caméra, pas ouais, beaucoup. Donc, finalement, moi, j'ai été nourri de l'aspect maternel. Tu vois, il y a un côté maternel chez le 2. Hein. oui, oui. Voilà. Donc, mais en même temps, donc tout le positif que peut apporter le féminin dans ces 3 facettes, tu vois, moi, je dis que c'était les 3 faces de la Lune. Parce Hmm. que j'ai la jeune fille avec ma sœur, ma mère c'est la pleine lune, et puis la lune décroissante c'était ma grand-mère. Ok. Donc tu vois la triade en symbolisme. Deux, trois, ouais. Et donc à un moment donné, moi j'étais le petit enfant solaire, tu vois, plein de vie, mais qui voyait que c'était des femmes un peu tristounettes, tu vois, qui ne se sentaient pas vraiment regardées par mon père pour ma sœur. Et puis avec ma mère c'était compliqué, ma grand-mère était vieille, donc voilà, je sentais des charges de tristesse chez elle. Donc moi, en tant que base 2, j'ai donné. Tu vois, j'ai donné par-ci, par-là, jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à la dévoration. Hmm. Tu vois qu'en fait, l'autre, s'il ne fait pas son travail sur lui, et les deux, c'est des dangers, parce qu'ils se font dévorer Hmm. par les autres. Est-ce que tu t'en rendais compte un peu trop tard à chaque fois quand les alarmes étaient au rouge de cette dévotion et du fait d'avoir réprimé les besoins pendant trop longtemps? Ben, enfant, je ne me rendais pas compte, parce que c'était mon quotidien. Il n'y avait pas le recul. Même si je sentais qu'il y avait des choses qui étaient désagréables dans mon corps, tu vois. Mais justement, le 2, il a cette tendance à étouffer son désagréable. Mhm. Tu vois, il étouffe ses besoins, donc quand ça va pas, c'est pas grave, il a un côté masochiste. Ouais, 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 Tu ouais. vois, ah, j'ai mal, mais non, c'est pas grave, au nom de l'amour. Tu vois, un peu christique dans le mauvais sens, Ouais. c'est-à-dire le sacrifice pour rien. Tu C'est vois, vrai que ça mérite une petite parenthèse parce que c'est un truc que j'ai constaté. Il y a quelque chose de l'ordre de ouais, non, mais c'est pas si important. Toi, dis-moi, parce il y a comme une parenthèse où je me disais, moi, c'est comme si, tu vois, si le 2 il avait pas de corps, ça l'arrangerait pour nourrir ouais, vraiment l'émotionnel de l'autre. S'il n'était pas là et ouais. qu'il n'y avait que de la place pour l'autre, ça l'arrangerait vraiment dans l'ego, hein. Ben, tout à fait, ouais. C'est-à-dire la sensation d'être un courant d'air traversé par les besoins des autres. Ouais, ouais, c'est Tu vrai. vois, donc en fait, il n'y a rien là, tu vois. Non, non, c'est l'autre qui définit ton identité. Mm. Donc, partant de là, forcément, tu rentres en dépendance quand un autre définit qui tu es et que Mm. tu as besoin de son regard, de sa validation. Donc, tu vois, c'était tout cet enchaînement-là. À l'adolescence, il y a une rébellion où je suis parti en 8, Ouais. forcément, tu vois, parce que bah, tu veux t'émanciper de l'emprise émotionnelle aussi, hein, de la mère, de tout un système, et puis de toi-même, mais tu sais pas trop comment faire. Donc, heureusement, je pratiquais beaucoup les arts martiaux, tu Mm. vois. Donc, les arts martiaux, ça m'a aidé à cultiver mon 8, Mm. quelque part, tu vois, même si je désintégrais des fois en 8, mais en tout cas, j'accédais aussi à la force du 8. Donc, j'avais des grandes colères pour dire stop, et ensuite je revenais après parce que je culpabilisais à fond dans mon 2, tu vois. Ouais. Donc, mais ça a été quand même intéressant d'avoir cette base un peu guerrière, Mm. justement pour mettre des stops. Ok. Tu vois. Ça a commencé à définir le processus des frontières Mm. à mon niveau. Mais ensuite, ça a commencé énormément quand j'ai commencé mon chemin et puis que j'ai accédé à l'énéagramme et que j'ai commencé à le pratiquer.
où j'ai vu petit à petit, tu sais, comme dans Matrix, le truc qui se déroule devant toi. C'est-à-dire, tu te vois interagir et tu vois tout le process, quoi. Quand Oui. je revenais le soir, je faisais beaucoup de journaling, donc j'écrivais, tu vois, toutes mes journées. Tiens, aujourd'hui, il y a eu telle interaction avec telle personne, j'ai eu une émotion comme ça, j'ai agi comme ça, mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Et donc, petit à petit, ça crée de l'intimité. C'est là où je suis allé vers mon 4, c'est-à-dire le fait de retourner l'énergie à l'intérieur, de me rendre compte qu'il y avait quelqu'un ici. Est-ce que ça, c'était déjà avant ta rencontre avec l'énéagramme? Cette observation, ce journaling sur ta vie intime, sur ce que tu ressentais? Non, parce que avant, si tu veux, de 20 ans à 28 ans, j'étais pas dans le développement personnel. J'étais dans la voie spirituelle. Donc, dans la voie spirituelle, on ne s'intéresse pas à la personne vraiment. Tu vois, on ne s'intéresse pas aux blessures vraiment directement. C'est implicite. Hein. Donc, on va développer des aspects de l'être, du soi, des choses qui sont plus transcendantes, tu vois. Et ça m'a aidé, parce qu'en même temps, j'avais une grande faculté à faire ça. Parce que c'était facile pour moi de monter, de faire des expériences d'unité. C'était très facile, parce que j'avais cette notion de l'amour quand même, du deux. L'amour, c'est cette force d'inclusivité et de fusion avec le grand tout. Donc, tant qu'il n'y avait pas interaction humaine, le cœur, boum, il partait très haut, quoi. Tu vois d'accord. Donc, je vivais des moments d'extase, vraiment de grâce, magnifiques. Mais c'est quand tu reviens dans le monde de la personne, tu dis merde, je ne sais pas faire. Donc, c'est là, après 8 ans de cheminement initiatique dans différentes voies orientales et occidentales, que je me suis formé à la psychothérapie et que j'ai commencé à descendre dans l'interaction de la vie incarnée. Et juste là, tu vois, quand tu me parles de voie spirituelle depuis ta vingtaine, moi, c'est une question que je me pose, peut-être les gens qui nous écouteront, qui se posent la question de un d'eux qui vit pour les autres. D'où, à un moment donné, tu prends la décision de t'engager dans une voie spirituelle, qui est une forme de transcendance d'ego et de dépassement, d'aller au-delà d'eux. C'était quoi ta motivation à y aller? Est-ce que c'était une motivation justement basée sur ta base 2 ou comment tu le vois aujourd'hui? Bah écoute, je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est la vie qui l'a fait pour moi. Okay. C'est-à-dire que à 20 ans, je fais une dépression très grave, suicidaire. Voilà, j'étais au bout de ma vie après une séparation. Et là, je vis vraiment une grâce, quoi, une épiphanie en rencontrant quelqu'un sur Internet qui a été mon premier guide, en lisant le Tao Te Ching de Lao Tzu. La première phrase, c'était « La voix que l'on nomme n'est pas la voix ». Et là, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein, j'ai un sabre qui tombe du ciel, qui me coupe en deux. Une décharge électrique. Alors, plus tard, je saurais que c'est la Kundalini. Hein. Et j'avais le cœur qui était gonflé de dépression, qui coupait comme un fruit. Et à tout le pu de la dépression qui vomit, je pleure pendant 1 heure à m'éclater la cage thoracique. Wow. Jusqu'à la dernière goutte de pu, tu vois, mémorielle. Et après, comme si on me sortait la tête de l'eau. Et là, j'avais une soif de vérité, c'est-à-dire de comprendre la souffrance, comment fonctionnent les gens, c'est quoi ce bordel de la vie incarnée. Et donc, je me suis mis pendant des heures à lire. Alors, c'est au début d'Internet, hein, il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Mais je lisais tout ce qui me passait sous la main, des heures sur la spiritualité, la religion, la philosophie, les sciences. Et ce type-là, il a été mon premier mentor. C'était un Français qui était bouddhiste. Et donc, il m'a fait lire tous les classiques chinois, taoïstes. Et donc, pendant 5 ans, j'étais bouddhiste à temps plein, matin, midi et soir. Et pour te revenir à ta question, il y a une phrase du Bouddha, moi, qui m'a... Quand j'ai lu cette phrase, à chaque fois que je me la remémorais, je pleurais. C'est-à-dire pendant 1 semaine, dès que je prononçais cette phrase, ça coulait tout seul. Et cette phrase, elle est toute simple. Je vais vous la dire, je sens que tout le monde attend. La phrase, elle était « Tous les êtres aspirent au bonheur, que ta compassion s'étende à eux tous. » Ça, pour un d'eux, c'est une pépite. Ouais. Parce que c'est son essence. Il est là pour donner l'amour. Il est là pour la compassion, l'amour, c'est proche. Donc, waouh, j'avais le projet d'une réalisation dans mon essence. Donc, quelque part, ça a commencé à bien travailler les choses.
mais ça restait impersonnel. C'est-à-dire que je vivais l'amour de l'humanité dans mes méditations, dans ma compréhension intérieure, dans des extases, dans la relation, mais tant qu'elle n'était pas encore trop intime, que ça venait pas trop me chercher dans mes bordels, tu vois. Ouais. C'est là où, des fois, les voies spirituelles, elles développent des aspects, des espaces de nous-mêmes qui sont très hauts, Ouais. mais on a des espaces inférieurs qu'on ne voit pas, où on peut avoir des angles morts, et c'est bien de compléter avec la thérapie pour vider l'espace ici, et ensuite remonter sainement là-haut. Donc, moi, j'ai fait le chemin inverse. Donc, il m'a fallu après redescendre, tu vois, faire une psychothérapie, me faire accompagner, me former. L'énéagramme est arrivé. Et là, j'ai vu que c'était le pont pour moi entre le spirituel et l'incarné. Oui, parce que j'imagine que c'est ce qui te manquait du coup, c'est de voir ces angles morts, de voir ces mécanismes qui étaient sous ton nez mais qui étaient aveugles et Ouais. qui te vautraient à chaque fois dans des trucs que tu contrôlais pas. Bien sûr, parce que je me disais, mais attends, moi, je peux méditer toute la journée en haut de ma montagne, je monte très haut, je suis en pleine conscience, le cœur ouvert, mais dès que je descends chez moi, ma mère, elle me dit un truc, j'ai envie de taper. C'est la réalité 3D, hein. Et voilà, et là, tu te dis, ah, je comprends les ermites à l'époque, quoi. Hein. On ne peut rien faire de ce bordel incarné, il faut se barrer. Donc, au début, moi, c'était plutôt des voies à l'ancienne, c'est-à-dire, il faut se désidentifier du corps et revenir à un état pré-incarnation. Tu vois, donc, ces voies-là, elles étaient sexy pour moi parce que toute la problématique de l'incarnation, elle ne s'intéressait pas à ça. C'était des voies qui étaient du passé, qui étaient prêtes pour des gens qui avaient déjà fait le travail, ou karmiquement, elles étaient déjà préparées pour monter à des niveaux. Mais moi, je me rendais compte que je pouvais monter à des niveaux, mais je n'arrivais pas à me maintenir sur le long terme. J'ai comme un poids qui me ramenait. Parce que la purification émotionnelle, qui est le premier stade dans l'alchimie, hein, l'œuvre noire, elle n'avait pas été complètement faite. Tu vois, j'étais passé directement dans l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, parce que j'avais des facilités karmiquement, mais tout le nœud ici, il n'était pas vu. Donc, il a fallu que je replonge la tête dans le caca, on va dire. Hein. Oui. Et tu connais peut-être cette phrase de l'alchimie que j'avais vraiment, c'est une phrase qui m'a tilté, que j'ai gardée en tête. C'est une gravure alchimique qui disait, si tu n'acceptes pas de fouler du pas le fumier qui est en toi, lorsque tu voudras t'élever, tu tomberas sur la tête. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ouais, bah ouais. Du coup, avec ce que Voilà. tu dis, ouais, ouais. Et c'est là où l'énéagramme vient comme un pont, comme tu dis, entre le Ouais, psychologique, spirituel, entre le thérapeutique et l'éveillé, tout à fait. d'aller voir l'endroit où on se vautre à chaque fois, quoi. Et là, c'est clair que au début, c'est pas des états de transcendance, quoi. C'est la grosse. Non, C'est pas. non, là tu tombes dans le dur, quoi. Hein. Et donc Ouais. là, ça a été 5 ans de travail acharné, H24, me faire accompagner sur tous les angles par des thérapeutes différents, vraiment aller creuser les choses, quoi. Mais dans le corps, hein, vraiment somatiquement. Hmm. Et tu vois, il y a quelque chose que je dis souvent maintenant, après avoir forcé comme un dingue avec du développement personnel et avec des approches très interventionnistes. Aujourd'hui, je vois plus le travail avec l'énéagramme, le travail de conscience, comme un non-travail, en fait, comme quelque chose plutôt de l'ordre du dépouillement et de juste se voir faire. Donc, quand toi, tu dis que tu as bossé comme un acharné H24, d'où ça partait? Est-ce qu'en fond, c'était une lutte contre toi, contre cet ego, une sorte de guerre? Ou est-ce qu'au contraire, c'était détendu, mais que juste tu mettais une grande acuité là-dessus? Ben, moi, les formations que j'ai eues initiatiquement, il y a 2 sas. Il y a les premiers niveaux, c'est la voie du travail. Il est nécessaire. Hmm. Parce qu'il te forme le travail. Tu apprends la théorie, tu comprends comment ça fonctionne, tu pratiques pour démécaniser tes patterns. Pour moi, le travail est fondamental. Il faut passer par le travail actif. Ouais. Donc moi, j'avais compris qu'il fallait que je travaille pendant longtemps pour ensuite être dans la réceptivité et le non-faire. Parce que c'est pas comprendre le non-faire. Le non-faire taoïste, c'est wei ou wei. C'est agir sans agir. C'est pas non-agir. Et c'est pas de l'inaction. Oui. Tu vois, c'est agir avec un autre état intérieur. Mais Hmm. pour arriver au non-agir, il faut avoir beaucoup agi. Oui. C'est ça le paradoxe. Donc en fait, je sentais intuitivement qu'il fallait que je travaille, que je sois un maître du travail sous tous les angles,
pour ensuite lâcher. Et c'est comme dans tous les arts, quand tu es musicien, tu fais tes gammes à fond tous les jours, quoi. Et oui. Pour un jour, prendre une guitare au hasard et faire un bœuf et improviser. Mais c'est parce que tu as formé ton corps, Et ton oui. circuit neuronaux. Donc, on ne peut pas se passer du travail. Ça, pour moi, c'est une grande illusion moderne de croire en fait qu'on peut se passer du travail. On ne peut pas se passer du travail, à part quelques-uns élus, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des gens, quand ils sont dans ces dynamiques-là, oui, je les sais réceptifs, je dis, est-ce que tu arrives à rester 10 minutes sans penser? Au bout de 30 secondes, c'est mort. Ouais. Donc, tu vois, si tu pouvais là maintenant rester dans le silence stable, tu serais éveillé, tu n'aurais pas besoin de pratique. Mais personne n'arrive à faire ça. Et moi, mon maître à l'époque, il m'avait dit, tu sais, la pratique ne sert à qu'une chose, à empêcher ce qui t'empêche d'être, d'entrer en toi. Oh, celle-là, elle est jolie. Tu vois, la pratique, c'est comme un garde du corps, comme un tuteur nécessaire tant qu'on n'a pas le noyau d'être, la verticalité bien enracinée, le centre en nous. Donc pour moi, voilà, la pratique, je l'ai compris comme ça. Et moi, je suis un pratiquant. C'est-à-dire, j'ai pratiqué les arts martiaux longtemps. J'aime la notion de pratique. J'aime le travail et c'est un plaisir. Tu vois, c'est comme un artisan, quoi. Tu vois, qui façonne son être. Mais ensuite, c'était comment alterner des phases de travail et des phases de réceptivité lâchée. Et on voit ça même, moi tu vois, j'accompagne des fois, je suis coach mental pour des sportifs de haut niveau, et donc des fois ils ont des sessions où ils vont travailler très dur des techniques pendant 3 mois, et ensuite pendant un mois ils vont laisser reposer la patte, et c'est là où tout se fait. Ouais. Donc voilà, c'était cette alternance entre les deux. Et on retrouve les polarités yin et yang. Il y a un temps pour le yang actif, il y a un temps pour le passif. Et c'est ce juste dosage qui fait que je crois qu'on arrive à quelque chose à un moment donné. Je tiens à souligner ce que tu as dit là avec le Wu Wei, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Ouais. Cet agir dans le non-agir, c'est effectivement, il y a l'idée, tel que je l'avais compris, il y a l'idée du mouvement, mais à partir d'un état de détente où du coup, tu es pas dans en tout cas, t'es pas dans une lutte, t'es pas dans quelque chose de forcé. Donc c'est là où je trouve que c'est tendancieux et on fait vite un raccourci foireux parce que quand tu dis travail, il y a l'idée de tripalium, de torture, de faire un truc bourrin. Alors que moi, tel que je l'entends, même si tu fais, il y a une forme de discipline, des récurrences qui est nécessaire, ça reste, j'entends du faire pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité de je vais faire ça pour un jour être, avec une finalité égotique d'un futur, d'un bénéfice, d'en attendre quelque chose. La pratique pour la pratique, en boucle fermée. Oui, pour le plaisir de la pratique. C'est ça, c'est ce que j'entends moi. Et tu as raison, on va enlever le mot travail, je dirais plus œuvrer. C'est-à-dire, tu œuvres à l'éclosion de toi-même. Ok, j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, quand tu as cette vision, cette préscience de qui tu peux être pour la joie de l'univers que tu es, et ben waouh, même si c'est dur, c'est magnifique. Ouais. Tu vois. Ouais, moi je crois beaucoup à l'équilibre, c'est-à-dire on est dans une époque peut-être où les énergies féminines viennent beaucoup, tu vois, et c'est très bien, il y a un équilibre, une respiration de l'univers cyclique, et donc on a tendance à être beaucoup dans cette réceptivité, dans cet ouvert, dans ce non-faire qui est la nature du féminin, mais on oublie la polarité masculine qui elle n'est pas du tout là-dedans, et c'est pas son job. Son job, c'est l'action, c'est le combat, c'est la compréhension intellectuelle, c'est l'analyse, c'est la verticalité. Et donc, ne jamais perdre l'un pour l'autre. Tu vois ? De toute façon, pour moi, tout travail de l'essence, tout travail avec la présence ne peut pas se faire en rejetant quelconque polarité ou quelconque part de soi. Sinon, on y perd quelque chose dans l'histoire et ça peut pas marcher, quoi. Bien sûr, et tu vois, surtout en tant que deux, la base 2, quand même, dans l'énergétique, hein, c'est une énergétique très yin. On va dire féminine, hein, pas femme, hein, mais féminine. Oui. Donc, réceptive, ouvert, poreux, dans l'enveloppement. Oui, il y a de l'espace pour l'autre. Il y a beaucoup d'espace pour l'autre. Dans l'ego, ça se perd dans je suis même pas là, mais dans l'essence, j'imagine qu'il y a quelque chose d'un amour totalement accueillant pour ce qui est. Oui, totalement. Et c'est pour ça que dans un fourreau biologique masculin, c'est compliqué.
Parce Ouais. que le fourreau Ouais. biologique masculin, avec son système hormonal, son conditionnement génétique, et il n'est pas dans l'ouvert, il est dans le fermé. C'est-à-dire, il est guerrier, il doit protéger contre des agressions. Donc, c'est pour ça que souvent, les deux, j'ai observé en accompagnement, ils désintègrent beaucoup en 8. Ok. Parce que c'est surtout les hommes, hein. Les hommes 2 désintègrent en 8 pour rester des bonhommes. Genre, attends, je suis pas une fiotte, être dans l'amour, là, vas-y, je suis un guerrier, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une dissonance cognitive difficile à gérer à l'intérieur? Je voulais revenir aussi sur le moment de ton typage et de quand tu t'es trouvé. Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était dur de te typer en deux, ou t'as hésité? À quel moment t'as tranché, t'as fait bon, ok. Attends, t'as tranché, ou au contraire tu t'es laissé juste submerger par la réalité. Comment ça s'est passé, et comment t'as géré s'il y en a eu une dissonance cognitive de merde, je suis un mec, je suis deux, attends, c'est quoi? Ben, alors, c'est intéressant, c'est que au moment où j'ai découvert les natifs 2, je sortais de voix très dans l'ouvert. Donc, qui était un peu christique, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça n'a pas trop dissonné sur cette dynamique-là. Mais le problème, c'est que je transférais ça directement là-haut. Je ne voyais pas ça dans les relations. C'est magnifique, j'incarne l'amour, mais l'amour impersonnel, total. Ok. Mais ce n'était pas l'idée de le projeter dans une relation, parce que ça, c'était douloureux. Mais à un moment donné, j'étais bien obligé, naturellement, d'aller voir là. Et c'est là où il y a eu une phase de rejet, de déni, tu vois, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était là quand même, il faut le dire, où on tourne autour du pot, on dit non, mais oui, mais non, mais oui, oui, je veux bien aimer la totalité, là, mais non, je veux pas être ça, je suis pas ça. Et en fait, ça, ouais, je suis un peu ça quand même. Ah ouais, quand même pas mal ça. Ah ouais, ben en fait, je suis totalement ça, je me suis fait avoir. Et ça se jouait comment à l'intérieur de dire, attends, l'orgueil? Mais non. Ouais, Comment dans le processus tu tournais autour du pot? Et je veux bien que tu nous parles un petit peu de ces mécanismes de défense, d'évitement pour pas oui. voir. Ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est souvent l'ennemi, entre guillemets, ou en tout cas c'est le jeu de l'ego pour pas être débusqué lui-même. Comment ça Ben, s'est ouais, joué? exactement. L'orgueil, je dis, moi, orgueilleux, mais attends, j'aide tout le monde, je suis tout le temps à l'écoute des uns, des autres, après tout ce que j'ai fait pour eux, je veux dire. Et puis, bon, à un moment donné, tu te rends compte, ouais, quand même, je me la joue de savoir ce qu'ils ont besoin. Hmm. Tu vois, je me donne une importance sur le fait que moi, je trouve quel est leur besoin. Puis à chaque fois qu'on me demande si je vais bien, je fais, oh, c'est bon. Et toi, ça va? Hmm. Tu vois, c'est toujours ce ping-pong où on rejette les choses pour pas faire face aux choses. Et puis la vanité, l'orgueil, c'est ça, c'est de dire, ben écoute, moi, je sais, mais tu ne sais pas. Hmm. Tu vois, je suis la grande-mère toute puissante, quoi, hein, nourricière. Donc, après la flatterie, le dédain, bah ouais, je voyais très bien à un moment donné que ça se faisait, parce que les individus qui m'intéressaient, c'est-à-dire qui avaient une certaine valeur, ou qui pouvaient me donner assez de flatterie, qui peut valoriser mon narcissisme abyssal, tu vois, j'allais plus aller vers eux, leur faire une forme de séduction, hein, tu vois, une forme de homme ou femme, tu vois, mais pour les avoir dans la poche, Hmm. tu vois, quelque part, et puis qui disent, ah, Michael, oh, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, toujours sur le cœur, et tu vois, tout ça. Et le dédain, ben, très clairement, quand je voyais quelqu'un qui marchait pas dans mon jeu, alors souvent les 5, tu vois, ou les 6 qui voyaient un truc un peu bizarre dans le truc, tu vois. Bon, mais ça, bon, elle n'est pas intéressante, bon, next, tu vois. Donc ça a été clair, tu vois. Mais j'ai eu un ami 5 qui m'a beaucoup aidé, Hmm. où on s'est beaucoup aidé. On a découvert à peu près l'énéagramme en même temps, et le 5 et le 2, on va dire, c'est l'eau et le feu, hein. Dire, c'est deux mondes différents. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Lui, il était coupé émotionnellement. Moi, j'étais en surémotion, mais c'est pas que j'avais pas une intelligence, mais il était en sous-effectif. C'est-à-dire, il n'avait pas le discernement objectif du recul parce que les émotions prenaient trop de place. Et lui, il m'a aidé à assécher le trop-plein émotionnel par l'analyse rigoureuse Hmm. de toutes les patterns, comme un laser, Hmm. tu Ouais. vois. Et moi, je l'ai aidé à se remplumer émotionnellement, tu vois.
Tu as plus un cœur rayonnant c'est pas dangereux de sourire quelqu'un dans la rue ou de lui parler ou d'être ouvert, il va pas te manger toute ton énergie. Et donc, Ouais. on a été, pendant 5 ans, on a fait un binôme très intense. Waouh. Et je veux parler de ça parce que ça peut aider certains d'eux qui vont peut-être regarder ça. À un moment donné, je me souviens, il y a un moment où on a eu un petit clash et il m'avait écrit un mail et voilà, il m'avait dit la chose suivante, je me souviens encore pour te dire. Il m'avait dit, tu sais, Michael, il n'y a personne sur cette terre qui est là pour t'aimer. Imagine le deux. Hein. Il y a personne sur cette terre qui est là pour te donner l'amour que tu n'es pas capable de te donner. Bam. Ah ouais. Tu l'as reçu comment? Ah, je me suis effondré. Waouh, tu m'étonnes. Je me souviens très bien, j'étais debout et tout s'est comme la démolition programmée, tu vois. Je me suis éclaté au sol, j'ai chialé ma race parce qu'il avait touché vraiment pile, tu vois, au bon endroit. Le point de choc dont tu avais besoin, j'imagine. Total. Non, mais tout est parfait, c'est une magie. Et donc là, me relevant, comme je suis un guerrier, c'est là où ça aide. Je dis, OK, j'ai compris, je vais faire ce qu'il faut. Okay. Et c'est là où j'ai vraiment travaillé à fond quoi, pendant 5 ans. Quoi. J'ai vraiment pas chômé. Et quand tu dis travailler à fond, ça ressemblait à quoi pour toi? C'est-à-dire très militaire. Vraiment comme un sportif de haut niveau qui prépare une compète. Ouais. Et je me faisais des programmes. Chaque jour, en fait, il y avait une pratique, une lecture, des mises en scène dans le quotidien. Je testais des expériences sociales dans la rue, comment j'allais me comporter. Je prenais des notes, je faisais un feedback, j'analysais à froid. Enfin, vraiment très, très carré. Tu pointes un truc intéressant, là, j'entends lecture, pratique, mise en situation, j'entends 3 centres derrière en filigrane. C'était volontaire, j'imagine, d'avoir une approche tricentrique pour comment dire, explorer vraiment depuis tous les angles. Exactement, bien sûr. Bien sûr, c'était fondamental parce que moi j'avais comme centre de soutien le centre physique, donc le corps il fonctionnait bien avec l'émotionnel, mais justement moi il me fallait travailler plus d'observation, plus de discernement et d'analyse plutôt que d'intuition parce que je suis très intuitif, les émotionnels ils sont très intuitifs, mais justement il fallait, en fait c'est comme si pendant, je vais te dire, c'est fou parce que pendant 5 ans de travail, petit à petit je me suis devenu un 5. Et les gens ne me reconnaissaient pas du tout et ils n'arrivaient pas à me typer. Parce que justement, j'avais cette non-expressivité émotionnelle du 5. Tu vois, d'abord, je laisse venir. Tu es comme Terminator, tu scannes. Donc là, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ok, très bien. Et j'avais acquis une maîtrise du centre émotionnel, mais tellement qu'il s'était totalement éteint. Et c'était pas, comment dire, ça pompait pas trop d'énergie pour ton petit mental réprimé, là, de capter en temps réel l'émotionnel qui s'agitait dans tous les sens, ou ça a dû prendre vachement de temps? Écoute, je me suis surpris, en fait, d'avoir un intellect très puissant, en réalité. Tu vois, il est très puissant et très avide de connaissances et de données. Ah ça oui, oui, tu sais, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que le centre réprimé, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est pas qu'on ne sait pas l'utiliser, c'est qu'on veut pas, c'est qu'il est connoté négativement et qui, du coup, il pilote silencieusement la personnalité. Mais quand on l'investit depuis ailleurs, ouais, il y a une grande puissance, il y a aussi une forme de pas de neutralité, mais d'innocence enfantine, tellement il a été désinvesti. Et du coup, je Ouais. suis sûr qu'il y a une grande puissance là-dedans. Maintenant, est-ce que ça te fatiguait pas? Ou il n'y avait pas quelque chose de, de l'ego qui voulait pas y aller Eh ben, au début, oui, mais en fait, si tu veux, quand j'ai découvert il était déjà là ce potentiel parce que je m'étais rendu compte que depuis mon chemin jusqu'à la découverte de l'énagramme, j'avais accumulé des tonnes de livres. Oui. Et ça passait comme du beurre et je faisais des synthèses tac, 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 très faciles, tu Ouais. vois, un peu HP, quoi, tu vois. Et donc finalement, j'avais quelque chose sur quoi me reposer et le centre mental a été comme un havre de repos, en fait, comme un protecteur. Ouais, ok. Parce que, tu vois ce que je veux dire, moi je pouvais mettre ma conscience au sommet du crâne, tu vois, et de là, en fait, il me disait tout ce qui était bon, qui était ok à faire émotionnellement ou à ne pas faire, pour pas se prendre des douilles.
tu vois. Et donc, lui, il a été comme un enseignant, en fait. C'est une sous-personnalité, on va dire, hein, qui a été comme enseignante pour l'ensemble. Mais le dégât collatéral de ça, ça peut arriver, c'est qu'à un moment donné, je faisais tête-corps, tête-corps, tu vois. Et donc, ici, plus rien. Ok. Tu vois, donc en fait, couper émotionnellement. Et donc, quand je voyais les gens, ok, je comprenais, tac, tac, mais ils n'avaient plus le retour qu'ils avaient avant, où j'étais alors, ça va, et tout, tu vois, les mouvements, les mimiques, l'empathie, boum. Ok, bah, je comprends, ok, très bien. Bon, ensuite, tu vois, il y a eu une phase comme ça, mais Là, qui était nécessaire. ce qui me fait penser, ce qui me fait tilter tout de suite, là, tu ferais pas un lien avec la spirale dynamique, on en a un petit peu parlé en off, où il y a certains niveaux de conscience à partir desquels il y a l'émotionnel qui est plus aussi visible et marqué, parce qu'il y a plus il y a plus les réponses émotionnelles du limbique qui sont omniprésentes et marquées par l'ego. Oui. Je dirais à partir de pigeon, je n'ai pas la prétention d'en être là, mais c'est quelque chose que j'ai entendu et vu. Et il y a un vrai changement à ce niveau-là. Est-ce que tu fais une corrélation avec ça ou pas du tout? Parce que, Oui, oui, il y a un lien parce que je sortais de nombreuses années d'envers. ok. Donc, tous les mouvements chamaniques, toutes les pratiques avec les plantes, tout ça, donc c'est du verre à 100%. Hein. Parce qu'un émotionnel, parce que là, moi, tu vois, je m'arrête tout de suite, je me dis, ok, attends, un 2 qui sent plus ses émotions, ou enfin, pas qui sent plus, mais qui est neutre vis-à-vis de ses émotions. Attends, anguille sous roche, là. Ouais. Ouais, mais il y avait les deux, c'est-à-dire il y avait d'un côté une répression pour des mauvaises raisons, mais Ok. d'un côté il y avait une liberté quand même. Ouais. Tu vois, certes, je réprime, ok, mais en même temps, j'ai besoin de l'expérimenter Hmm. pour voir si je peux fonctionner que à partir du centre mental et je vis en fait. C'était pour rassurer D'accord. mon mental. Ok. Tu vois qu'en fait, on peut fonctionner sans émotionnel, hein, ça va, on n'est pas mort. Ok. Tu vois, il n'y a pas que l'émotion dans la vie, quoi. Hmm. C'est surtout ça pour déprogrammer. Ouais. Et dans une situation, dans cette période-là, genre une situation qui t'activait, qui venait te chercher sur ta structure 2, est-ce que ça ravivait l'émotionnel du coup, naturellement, parce que l'ego peut pas faire autrement? Non, parce que c'était blindé. Ok. Parce que tu avais Mais quoi? Tu dis réprimé. ouais, c'est-à-dire en fait, j'étais très stable dans mon corps. Ok. Donc en fait, j'étais un moine zen. Tu vois, c'est-à-dire un ascète qui est vraiment où je jouais à ça quelque part, parce que Oui, derrière, oui. il y a quand même tout ça. Mais justement, j'avais tellement pratiqué l'observation que j'ai devenu une caméra. Ouais, ouais, je vois. Tu Ok. vois. La caméra, elle est neutre, elle n'a pas d'émotion, elle observe. Et donc, je fonctionnais comme ça au quotidien. Alors, bien sûr, au niveau relationnel, ça posait des problèmes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais en même temps, ça me sauvait la peau sur pas mal de choses. Ouais. Parce que les gens qui me manipulaient affectivement, qui jouaient sur mes tendances à avoir besoin du lien ou à être un aidant, j'ai commencé à les voir. Hmm. J'ai commencé à voir la maltraitance que les deux y subissent. Parce que justement, ils sont très dans l'ouvert, on leur met des couteaux dans le cœur. Hmm. Tu vois, où ils sont dévorés. Parce que les Oui. autres sont en manque d'émotionnel, donc ils prennent du sucre émotionnel chez le deux, puis ils se retrouvent à la maison, ils bouffent des pizzas pour combler qu'il n'a pas eu son câlin. Oui. Tu vois, donc c'est important de le voir pour ensuite recabler. Oui. Tu vois, je vois ça comme l'ingénierie intérieure, tu vois. C'est à un moment donné recabler ensuite le cœur, le corps et la tête. Et trouver vraiment un juste dosage en permanence entre les trois, puisque je les avais un petit peu, j'avais comme une horloge, j'avais tout démonté. Tu Hmm. vois, tous les rouages étaient à plat, tous les centres étaient à plat. Ok, je vais les nettoyer un par un, je vais les travailler un par un. Tu vois, donc je les prenais un par un, je nettoyais, je limais, je faisais bien que le rouage il était bon. Ok, celui-là il est bon, celui-là non, pas encore, celui-là ok. Et une fois que c'était bon, je remontais la montre. Ah, c'est mieux. Bon, c'est pas encore ça, Ouais. mais c'est mieux. Et donc par période, je déconstruisais, je reconstruisais. Tu vois, c'est toute la vie qui est comme ça, quoi. J'adore ta métaphore, c'est très parlant. Et ça me titille ton histoire d'émotionnel. Là, j'ai envie de continuer à creuser avec toi et de voir. C'était volontaire cette idée pour toi ou de le contrôler à cette période. Du coup, avant d'avoir remonté tout ton schmilblick, dans cette période où tu étais Ouais. plus, c'était volontaire.
comment ça se passait? Tu avais décidé, tu l'avais réprimé, comment tu faisais finalement pour... Non, parce que dans ma tête, un ego de 2, enfin dans ma tête, dans la réalité égotique du 2, l'émotionnel, il vient dès qu'il a l'occasion. Comment t'en es arrivé à que ça, c'est pas lieu? Eh bien, si tu veux, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de l'émotion, je la réprimais. Ok. OK? Mais c'est pas une répression, c'est une répression comme on fait dans certaines méditations, où on va observer les émotions, on va pas faire attention à elles. On Oui. va juste être présent et on va laisser passer le flux, mais on ne suit pas ça. Hmm. Tu vois, j'avais des émotions. Donc j'avais des sensations, la boule, toutes les émotions, la sensorialité émotionnelle était vivante, hein. D'accord, ok. Voilà. Mais je travaillais la non-expression. Et parce que c'était une pratique aussi dans la voie soufie de la non-manifestation des émotions négatives. Tu vois, et même positives. Peut-être l'émotion en elle-même, il faut l'épurer pour aller vers le sentiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'émotion et le sentiment. Et c'est là le gap important pour le 2. C'est qu'en fait, le sentiment, c'est le senti mens. Mens, c'est l'esprit, c'est la conscience. Donc c'est le senti de l'essence, le sentiment. Ok. C'est quelque chose qui a un mix entre l'émotion et la pensée. Donc c'est quelque chose de plus réel en réalité. Les émotions, elles sont réactives, elles ne sont pas accordées à la réalité extérieure. Ça parle de toi, quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Donc c'est des empreintes qui se réveillent. Et donc, c'était vraiment cette qualité-là où je posais une intention le matin, tu vas passer ta journée en observateur. Et dès que tu as des charges qui montent, reviens au corps, respire et pose ta conscience ici. Voilà, ça, c'était ma pratique. C'est pour ça que tu parlais de la posture du moine. Donc, du coup, pour moi, ce serait pas une répression, mais en fait, simplement une observation équanime du truc où tu te laisses pas bouger. Juste, tu t'es même pas dans la dissociation, tu la vois, sensoriellement, tu t'es avec, sans pour autant. Ah, par contre, tu passais pas dans l'extérieur, tu le sortais pas, quoi. Voilà, c'est sans ça qu'on peut dire qu'il y a une répression, parce que Ouais, voilà, tu vois, l'émotion qu'on partage ici, l'interaction, ça crée du lien. bien sûr. Et si je suis juste comme ça, et je te parle, du coup, on est chacun en nous-mêmes. Ouais. Et donc, il y a moins d'interaction. Mais Ouais, c'était nécessaire pour moi pour développer mes frontières. oui. Tu vois, faire le processus des frontières, des limites, que j'ai un corps, en fait, et Ouais. ma limite, c'est la peau. Et je ne suis pas fusionné avec l'autre dans les corps, ils ne fusionnent pas. Mhm. Donc, c'était pour justement créer ma sphère et pas partir directement dans la sphère de l'autre. Donc, ça me permet de rester dans mon corps. Ok, moi, je suis là, toi, tu es là. On est deux entités différentes. Je ne vais pas fusionner avec tes besoins. Je vais rester avec les miens. Et entre toi et moi, il y a la relation. Mhm. C'est ça qu'on va nourrir. Donc, ça a été nécessaire pendant un temps pour ensuite revenir à l'avant-plan et pouvoir danser entre l'avant-plan, l'arrière-plan en permanence. Mhm. Tu vois. Tu parles d'un thème qui est clé, là, les limites pour le 2, c'est un thème fondamental de ce thème qui peut être de l'envahissement ou euh, envahissement, j'avais un autre terme, l'intrusion. L'intrusion. Quand tu disais le 2 et le 5 aussi, ça fait exactement ça. Le 5 est très sensible à l'intrusion et le 2, c'est le professionnel. Du Ah coup, ouais, chat et chien. ouais. Donc c'est clair que quand tu parles de ces limites, de ce travail de conscientisation que tu as fait de l'émotion sans passer dans l'expression, c'est clair que du coup tu fonctionnes en circuit fermé. C'est formidable pour apprendre ce travail des limites et du coup en lien avec l'instinctif aussi de trancher de OK, ça c'est moi, ça c'est toi. Même si à un autre niveau, on est Non, deux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, et Effectivement. là aussi, c'est intéressant ce que tu dis sur les niveaux. Il y a une grande confusion sur les niveaux. C'est-à-dire, on confond l'étage impersonnel, spirituel, où oui, tout est un et tout est un, mais le un s'exprime dans le deux, Oui, oui, oui. et dans la différenciation. Mm. Et donc, c'était comment je m'individue aussi. C'est Tu ça. vois, comment je me différencie. C'est le mot qui m'est venu juste avant, c'est effectivement individuation, surtout dans ce processus d'ascension de niveau de spirale de conscience. Ouais. L'individuation, c'est ce qui se passe à un moment donné quand justement tu fermes la première boucle. On fera d'autres vidéos, j'en ai pas encore fait, mais il y a quelques articles sur le site. Quand tu arrives à jaune, il y a une forme d'individuation qui est faite, qui est là,
et tu t'es rencontré. Il y a comme une profonde incarnation et une rencontre de ton être. Oui, Et là, effectivement, à cet endroit-là, on est deux. voilà. Ouais, et on peut être un et deux en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ça l'essentiel. Ouais. Tu vois? Donc ça a été vachement important. Et aussi, un autre ingrédient qui peut aider les deux, c'est habiter sa propre solitude. Ça, c'est très dur pour un d'eux qui a besoin des autres. Justement, je m'astreignais à cette solitude. Au début, c'était un néant, hein. Et puis petit à petit, justement, c'est là où tu enclenches le 4. C'est-à-dire que ben, tu es tout seul et tu es bien obligé de la meubler, quoi, hein. Et donc, tu commences à avoir une interaction avec toutes les parties qui vivent en toi. Et en fait, tu crées un relationnel intérieur. Ça t'oblige, en fait, il n'y a personne autour, tu t'obliges à être seul autour. Je partais des fois des semaines tout seul. Alors, c'était super dur, tu vois, mais à un moment donné, ça craquait, il y avait un effondrement, et j'ai bien, bon, mais je me parlais à moi-même. Je me regardais tu vois, je me regardais dans la glace, et je me parlais dans la glace. Je t'inquiète pas, Michael, je suis avec toi. On est ensemble, on est des meilleurs amis du monde, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi. Et on va prendre le temps de se connaître. Et bien, il y avait toutes les facettes qui montaient, c'était comment les connaître petit à petit, toutes ces sous-personnalités qui sont en moi, et faire ami-ami avec elles. Ouais. Et c'est comme ça que la dimension artistique a commencé à se révéler. Tu vois, le côté théâtral, le don pour l'expression théâtrale, l'expression artistique par la danse, par la peinture. Et en fait, il y avait un monde intérieur qui était d'une immensité totale. Et à un moment donné, je me suffisais avec moi-même. Je pouvais rester des jours tout seul à peindre et qu'avec mon monde intérieur. Et c'était magique. Et là, le 4, il est vraiment intégré comme ça. Ouais, ok. Dans cette unicité que je suis, cet amour totalement orienté vers qui je suis et m'aimer dans toute ma nullité, m'aimer dans tout ce que je peux apporter au monde, aimer mes blessures, aimer mes souffrances, même te dire ce que je faisais pour mettre du 4 dans le 2, c'est que dès que j'étais en crise émotionnelle, je mettais une caméra pour me filmer, vite fait. Tu vois, il y avait une sous-personnalité qui activait, et là, j'oubliais la caméra, et je lâchais, et ensuite je la regardais pour avoir de l'empathie pour ce personnage que je suis. Tu vois, et je ressentais de l'empathie pour moi, tu vois, en revoyant les vidéos de moi en train de criser au sol, en train de faire une crise d'angoisse, quoi, tu vois. Comment t'avais le réflexe tu te filmais quand quand t'étais activé émotionnellement? Ouais, c'est-à-dire que je sentais le truc arriver, je suis oulala, ça y est, là je vais rendre quelque chose. Ouais. Donc j'activais vite tac tac l'ordinateur, je mettais hop, et j'oubliais et je vivais le truc. Et sur 5 années, j'ai plein de vidéos que je regarde des fois pour voir la progression aussi, hein. Ouais. Ça, Il y a toujours ce côté stratège aussi, utilitaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour rien. Tu vois, on fait les choses parce qu'on a un objectif. Et on veut arriver à ça. Tu vois, et quand on l'a, satisfaction, joie, et on avance. Tu vois, c'est important d'avoir des objectifs et des intentions, sinon on va nulle part. Et en même temps, est-ce que du coup, tu as des objectifs, mais en gardant en tête que c'est juste un jeu, tu le prends vraiment au sérieux? Parce que sinon, t'en fais si tu es obsédé par l'objectif avec toi, Ouais. alors que toi, tu le prends, tu avais une vision plus de jouer avec ça? Ou du coup, peu importe le résultat, finalement, réussite, échec, c'est le. Comment comment tu voyais la chose? Alors, j'aime bien cette citation de Nietzsche qui dit il faut retrouver le sérieux qu'on avait quand on jouait enfant. Ouais. Donc, c'était un jeu, mais sérieux. Ouais. Et donc, mais moi, tu sais, j'ai un côté comme ça. Moi, j'ai été formé par Rocky 1, Rocky 2, Rocky 4. Tu vois, c'est ma génération. Et donc, on aime y aller à la cogne, quoi. On aime aller au combat, on aime s'entraîner, on aime faire face à nos peurs, on aime se prendre des pains dans la gueule et revenir, et puis être à mort, et puis au dernier moment, on se relève, et puis on gagne le match. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé, et parce que j'adore ça. C'est assumer que
Ouais, j'aime le combat, j'aime la friction, j'aime quand ça tape, j'aime quand j'ai mal aussi. Donc, Ouais. c'est transformer le masochisme en conscience. C'est-à-dire, Hmm. le masochisme, il a un corps, il peut endurer beaucoup de choses. Hmm. Que beaucoup de gens, ce sera intolérable parce qu'il est très résistant physiologiquement. Ouais. Tu vois. Donc, même à l'entraînement, moi, je m'entraîne, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, je peux aller jusqu'à vomir, quoi. C'est pas grave, tu vois. Hmm. Et j'étais comme ça, adolescent, et quand je faisais des compétitions. Et donc, c'était reprendre ce pattern-là et me dire, mais c'est pareil, en fait. Mon objectif, c'est d'intégrer ces 3 centres. Eh ben, c'est un travail, il y a une technique, il y a une pratique, et la coupe, c'est ça. Et je vais y aller. Hmm. Tu vois. Et après, quand tu arrives, quand tu y vas, quand tu l'obtiens, tu peux te détendre et après laisser venir les choses. Tu vois, il n'y a pas de problème. Euh, J'aime être actif, j'aime être réceptif, voilà. Il y a un petit peu pour chaque chose. Ouais, tu laisses du temps et tu laisses de l'espace pour chaque, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai appris beaucoup à cette idée de non faire, de non agir, de laisser ressentir les choses, d'aller avec le flux du vivant, justement en verre, hein, dans le même verre. Et c'était un cadeau énorme parce qu'au moins, j'ai pu me reposer dans la frénésie d'action et laisser émerger les choses. Et magnifique. Ça, c'est un apprentissage fondamental. Mais voilà, toujours équilibré avec le côté aussi où il faut des fois aller comme un bonhomme, quoi. Hmm. Bah, ça dépend à qui on le dit, en fait, le non-faire. Si c'est pris du prisme, je sais pas, le 4 est comme la contemplation et qui est un peu déjà quelque part dans là, ou un 9, ou... Mais si tu dis ça, moi, depuis le prisme 3, ça me fait un bien fou de dire, ah, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir. Y a pas, ta vie sera pas accomplie parce que tu vas à un point B. Ah, putain, ça détend un truc, en fait. C'est vrai. Là où il y a, là où t'aurais des personnes qui seraient renforcées dans leur pente quand tu leur dis non, mais rien à faire. Ah, bon, je reste dans mon canapé alors, paye. Ouais, ouais, bien sûr, bien Ça sûr. dépend. Ça dépend à qui on parle, évidemment. Il n'y a pas de discours universel au risque de. Tout à fait. Tout à fait. Après, le 3, c'est intéressant aussi de lui dire non, mais là, il faut faire quelque chose. Mais là, c'est vraiment une chose utile. Parce que la plupart de ce que tu fais, c'est de la vanité. Donc là, au moins, tu vas agir pour le divin, pour quelque chose de grand. Et donc, c'est une manière de transformer sa compulsion vers une direction noble et de mettre l'ego au service de l'essence. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu as vu, justement, ça me fait penser à ça, est-ce que tu as vu à des moments l'endroit où l'ego il mute et il reprend le lead et il s'approprie le travail que tu fais pour entre guillemets, depuis l'essence, pour justement intégrer les 3 centres, te détendre, etc. Et que tu as l'ego qui mute à des endroits. Ouais, c'est comme une plante, une mauvaise herbe, hein, tu vois, qui se reconstitue quand tu la coupes. Tu Ouais, vois. Mais à un moment donné, j'ai transformé ma vision de l'ego, et même ce mot, je l'aime pas, tu vois, ouais. parce que ça fait très coup de poing dans ta gueule, quoi. Tu vois, c'est l'ego, c'est l'empêcheur de s'éveiller en rond, mais c'est une mauvaise compréhension, parce qu'en réalité, il y a la fausse personnalité et la vraie personnalité. La fausse personnalité, c'est celle qui est remplie de nos blessures, de nos distorsions. Et il y a la personnalité qui est saine, un ego qui est sain avec tous ses talents développés. Mais ensuite, il y a l'essence, qui est le soi. Et donc ce soi, c'est pour ça que l'énéagramme, vu que psychologiquement, il est limité. Ouais. La dimension métaphysique, elle est importante, parce que le soi s'incarne dans un fourreau biologique. Okay, ce soi, c'est cette étincelle de l'absolu qui est individuée, qui descend dans un corps physique et qui est recouvert par la personnalité, et cette personnalité qui a une partie d'elle-même qui est déviée, qui est distordue. Donc le travail, c'est d'agir sur la personnalité pour remettre le masque dans le bon sens, et pour ensuite révéler l'essence. Et c'est-à-dire que la personnalité et l'essence agissent main dans la main quand le grand soi chapeaute le petit soi, le petit moi. Mm. C'est ça, Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ouais, j'aime bien, c'est bien dit. Moi, puisque tu étais sur le thème des mauvaises herbes, je propose qu'on renomme l'ego en Adventis. Parce que c'est réellement, c'est plus ce que c'est en fait. C'est vrai que ego, ça dépend ce qu'on met derrière. C'est déjà Mm. définir le truc, c'est le rendre réel et c'est un peu, comment dire, rater la réalité de ce que c'est. Mais bref, le Mm. Adventis au sens ce qui advient spontanément. Une Adventis dans la nature, il n'y a pas de mauvaise herbe. Et c'est déjà étiqueter l'herbe de merde, toi tu devrais pas pousser, mais pourtant elle est là et elle nous fait bien chier au potager. Mais Ouais,
c'est une adventice en fait. Ça advient spontanément, que tu le veuilles ou pas. Elle est là, elle vient, même dans dans le pire des terreaux, même si elle a peu d'eau, bah, l'adventice vient. C'est son job. Et ben l'ego, Ouais. c'est pareil. À cet endroit-là, il survient, c'est tout. Il est juste à s'en rendre compte en fait. Non, c'est bien, Monty, ça me parle bien. Moi, j'ajouterais peut-être le moi, c'est un diamant à plein de facettes. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a plein de sous-personnalités, en fait. C'est-à-dire on a plein de petits moi, de fragments qui s'interagissent à l'intérieur. Hein. Et donc, c'est comment, en fait, le diamant, c'est la personnalité, tu vois, et puis la lumière qui transperce le diamant, c'est le soi. Ouais. Et donc, il va venir éclairer toutes les facettes et pour les réintégrer autour du centre de l'être et pour réutiliser les potentialités de la personnalité pour servir quelque chose de plus grand que la survie, en fait, tout simplement. Parce que le moi, c'est juste l'animalité résiduelle en nous. Hein. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, Michael, avec tout ce que tu nous as partagé de ton vécu et que je trouve super riche, intéressant, aujourd'hui, c'est comment ta perception de tes mécanismes, de ta base avec tout ce que tu as cheminé, la voie spirituelle, puis la rencontre, l'énéagramme, puis toutes ces approches, tous ces jeux que tu as fait avec tes 300, peut-être tu nous donneras d'autres exemples, moi, je suis curieux de savoir. Et ben, aujourd'hui, c'est comment dans ton vécu, dans ton intériorité, cette danse intérieure? Bah, disons qu'il y a pas mal de patterns qui se sont automatisés maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de faire certaines grosses pratiques répétées pendant 3 mois, tu vois, comme elles ont été tellement répétées, les circuits neuronaux, ils se sont créés, et donc ça apparaît naturellement. Tu vois, j'ai toujours cette conscience témoin, c'est-à-dire que la notion d'observateur, elle est consubstantielle à ce qui je suis. Je suis tout le temps en train d'observer Ouais. mes sensations, mes émotions, mes pensées, les sons, pour être vraiment dans l'instant présent, tu vois, et en même temps attentif à ce qui va interagir, quoi, à l'intérieur, tu vois. Ça se fait assez spontanément maintenant, mais il a fallu 20 ans de pratique. Ah ouais. Et ouais, il n'y en a rien sans rien. Ah bah, c'est clair. Et est-ce que on en avait parlé avec Jérémy qui me disait humblement, mais tous les jours, les mon ego qui se manifeste au moindre conflit, il y a un truc qui vient et qui s'invite. Et comment c'est pour toi quand il y a quelque chose qui t'active dans ta structure par Alors, rapport. j'ai un programme que j'ai implémenté qui s'appelle Je me fous la paix. Et je l'ai bien travaillé, celui-là, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je traverse le quotidien en ayant ce mantra à l'esprit. Tu vois, je me fous la paix. Me foutant la paix, je fous la paix aux gens. Tu vois, c'est-à-dire en étant, en fait, quelque part, les choses arrivent et je me laisse transpercer par elles. Tu vois, admettons, il y a une interaction qui vient stimuler une blessure. J'ai la capacité de... Et hop, et elle me traverse. Le temps que ça se passe. Et puis le soir, si vraiment j'ai besoin, je vais me poser. Soin s'il y a besoin. Tu vois. Mais paradoxalement, la vie n'est plus vraiment importante. Et en même temps, elle n'a jamais été aussi importante. Tu vois, du moment où, en fait, c'est toujours ce paradoxe entre le jeu et le sérieux. Oui. Tu vois, c'est-à-dire rien n'est grave, mais tout est important. Voilà, donc j'essaye de négocier avec ces choses-là. Bien sûr, il y a des moments où je suis tapé plus profond, mais comme j'ai vécu beaucoup d'effondrements dans ma vie émotionnelle, je sais comment les gérer maintenant. Tu vois, le premier, t'es paniqué, t'as l'impression que tout meurt. Mais là, maintenant, quand je vois arriver les choses, ben, je préviens mes amis, écoutez, pendant une semaine, moi, je vais être off. J'ai un truc qui monte, là, je vais me gérer. Donc, j'organise tout comme il faut. Je mets des coussins, je mets des doudous, je mets un plaid. Et je reste en sitting avec moi-même le temps qu'il faudra. Ouais. Tu vois, et si j'ai vraiment besoin, ben, je vais me faire accompagner par un tiers. Voilà, avec le temps, on acquiert des ressources et on sait où aller chercher. Oui. Tu vois, donc voilà, il y a différentes couches, quoi. Et d'ailleurs, ça a été quoi le rôle pour toi de l'accompagnant, du thérapeute
dans tout ce chemin dans lequel t'es t'es dans des boucles, dans tes automatismes que tu ne vois pas, où tu es complètement impuissant, sans ressources, tu sais pas comment faire. Donc, est-ce qu'à des moments, tu as eu des personnes clés qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé parce que c'était impossible de faire autrement? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a eu des déclics de personnes qui m'ont permis de m'autoriser à sentir mes besoins et de m'autoriser à être avec des besoins. Oui. Tu vois, ça a été important. Au début, j'avais besoin d'instances féminines en tant que thérapeute, tu Oui. vois, très, très maternant, très rond. Parce que, en fait, finalement, l'enfance des deux, elle est très dure, hein. Ils reçoivent pas beaucoup d'amour, pas beaucoup de tendresse. C'est pas que les parents n'en ont pas, hein, mais c'est que les parents ont des handicaps de leur vie à eux et ils savent pas comment nourrir la tendresse, les besoins de ce petit enfant. Et lui, bah, il essaye de donner ce qu'il veut recevoir. Oui. Voilà. Donc ça a été important de revoir en feedback, d'être validé dans tu as droit à exister avec tes besoins, tu as droit à vouloir ne rien faire, tu as droit à vouloir rester avec toi-même, tu as droit à vouloir prendre ton chocolat chaud avec un dessin animé parce que tu en as ras le cul. Tu vois, as le droit de dire non parce que quelqu'un te demande un service. Là aussi, le non, ça a été un apprentissage énorme. Moi, je Mm. connaissais que le oui. Et le non, c'était une hérésie. Ouais. Tu vois, et le non, ça va avec les limites. Oui, l'instinctif qui tranche et qui dit bah non, je me Tu vois, respecte. donc ça, apprendre à dire non, c'était une angoisse. Donc je m'entraînais au début avec les SDF. Ok, Parce que ouais. moi, quand je ne connaissais pas tout ça, dès que je voyais un SDF, j'avais déjà des pièces dans la poche. Tu vois, moi, quand je sortais, je prenais mes petites pièces, et puis je savais que j'allais recroiser des SDF dans le coin. Ah, salut! Et j'avais un regard, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'était ma station-service émotionnelle. Ouais, ouais, Tu vois, je reprenais du jus avec eux, quoi, tu vois. ouais. Et donc là, à un moment donné, au début, c'était passer devant le SDF et pas il faut que je lui donne, je vais mourir. Tu vois, et sentir des angoisses énormes de l'avoir laissé en train de faire j'ai faim. Bah C'est ouais. dur, hein, pour un deux. Hein. Donc au Mm. début, c'était non, tu restes là. Et donc c'est le 8, il aide. Ouais. Tu vois, et des fois, même le côté ombrageux du 8, tu vois, dit ben, il a qu'à bosser, quoi. Va me faire chier, quoi. S'ils veulent, mon Dieu, là, va bosser. Ouais, mais intérieurement, hein, Ah, bien si sûr. ça peut, oui, oui, j'imagine. Si ça peut être un soutien pour pas nourrir ta boucle égotique, c'est comme une canne, comme l'alarme sur le téléphone dont tu parlais, comme les pratiques. C'est cette montre pour la même raison. C'est des béquilles. Oui, C'est des, oui, c'est c'est OK. très bien. Et chacun, il va composer comme il peut. C'est En ça. tout cas, j'avais besoin de ça un temps, tu vois. Et puis à un moment donné, quand j'ai assez rodé le mouvement, que la limite était claire entre lui, il est là, moi, je Ouais. suis là, je me fonds pas dans ses besoins, tu vois. Il a son histoire, ben, je pouvais m'asseoir à côté d'eux, tu vois. Et puis plutôt qu'être en, tiens, tu veux 10 euros? Je dis, alors, comment ça va aujourd'hui? Ah ouais. Discuter. Et des fois, c'était tellement fort pour lui d'avoir un lien. Et donc là, c'est là le 2 positif, il s'activait. Ouais. Tu vois, il était touché. Tu vois, là, je suis touché parce que je revois les scènes. Ouais. J'étais touché par le regard de ces gens-là, tu vois, qui me disaient, mais tu sais, je m'en fous de l'argent, c'est ton regard qui me fait du bien, Hmm. Wow, ça me touche aussi d'entendre ça. C'est tu c'est- vois. c'est là où j'ai vraiment envie qu'on pointe la nuance, mais c'est pareil pour tous les types, entre une personnalité dominée par l'ego et une personnalité qui est pilotée de plus depuis l'essence, où l'ego cherche toujours à mimer imparfaitement l'essence, et où du coup, vas-y, je te donne, je te donne, je te donne, et où il y a l'impression de l'amour, il y a l'impression de donner, mais où en fait il y a un truc transactionnel inconscient qui du coup est pas reçu par l'autre, et c'est ce qui fait l'effet d'un envahissement, d'une intrusion, alors que depuis l'essence, il y a un espace tout autre, comme tu dis, je vois le truc, tu te poses à côté, comment tu vas aujourd'hui? Et où c'est fait depuis du coup un espace de présence où t'as pas besoin de lui, et où là il y a quelque chose, il y a un vrai amour qui peut passer, et là, waouh, c'est incroyable, je pense que ça se passe de mots justement. Ouais. Là, c'est une vraie rencontre parce que tu es là, on est deux, mais en fait, tu as la sensation que tout est un. En Ouais. fait, il est moi et je suis lui Hmm. sur un plan plus large.
mais qu'en même temps, la beauté de la vie fait qu'on est incarné dans deux fourreaux biologiques différents, avec deux histoires différentes, et en même temps, on va créer une interaction. C'est comme si c'était la conscience qui se rassemblait dans l'incarnation par ce lien, tu vois, et où il n'y a pas de projet sur l'autre. C'est-à-dire, j'aurais très bien pu m'asseoir et accepter, ouais, casse-toi, ouais, ok, je me casse. Tu vois, c'était juste, je me pose, et c'était tout le travail, en fait, que j'avais fait sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. C'était un thérapeute qui m'avait dit ça à l'époque, qui m'avait dit, tu sais, l'amour de soi, c'est, tu prends un verre comme ça, et si tu n'as pas beaucoup d'eau, ben, tu ne vas pas pouvoir en donner à tout le monde. Hein. Et tu vas te trouver avide, et tu vas vouloir les manipuler, et tu vas les renvoyer, etc. Par contre, si tous les jours, tu prends le temps de remplir, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va jaillir comme une fontaine, et tu te poses, tu seras juste assis, qu'ils seront touchés. Tu n'auras besoin de rien faire. Rien que ta présence, elle va dégager cet amour parce que tu l'es. Et donc, j'avais très bien compris ça, c'était une révélation. Donc, tous les jours, je prenais le temps de remplir à fond. Et ça fait que quand je m'assois devant ce clochard-là, je suis rempli déjà. Donc, il ne peut rien rajouter. Il ne peut rien enlever. Et donc, je fais l'expérience de la pure donation. En fait, du deux qui est dans son essence, du don désintéressé. Il est juste là, écoute, comme le soleil, en fait. Le soleil, il est là, tu le vois, c'est bien, tu le vois pas, il continue à faire son job. C'est ça. Et bien, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est juste soi, l'amour. Et ensuite, tu vois, écouter, est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Bien sûr, tout de suite, je sentais de quoi il avait besoin, mais j'attendais qu'il me le dise. Ça, c'est un truc important aussi pour les deux. Oui. Tu peux dire, ah, t'aurais pas besoin de ça? Ah, tiens, j'ai un super bouquin pour toi. Ah ouais, attends, ça, alors ça va être ça, magique. OK? Là, c'est l'emprise totale. Mais par contre, apprendre à être là devant la personne qui va pas bien et attendre. Ouais. Attendre. Ça a dû être dur au début. Ben ouais, c'est là, tu es là. Et bien, en fait, après, tu te détends et tu sens que juste ta présence. Ah, mais non, j'ai rien besoin de te demander, mais juste ta présence, ça m'a fait du bien. Ouais. Next. Et ça t'enlève un poids énorme, en fait, qui se rajoutait. Tu vois, en fait, ton gardien intérieur, tu vois, ton mécanisme de survie, lui faire comprendre par des actes concrets qu'en fait, il ne meurt jamais. Je ne meurs jamais si je donne pas de l'amour, de l'attention à quelqu'un. Je ne meurs jamais. Et donc, il faut tous les jours des petits actes qui lui font prendre conscience de la réalité. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, tu meurs pas. Bon, ben, je vais desserrer mon étreinte. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as souvenir d'un moment au début de ce chemin d'intégration où tu as commencé à te prendre dans les bras, à accueillir un besoin, à aller dans la zone de tension prioritaire de ton système, à commencer à goûter cette liberté intérieure, d'être au contact de tes besoins et de ce que tu vis vraiment? Oui, bien sûr. Ben, c'est toute la période sur l'estime de soi. Tu vois, où je prenais vraiment des temps le soir comme ça, prendre dans les bras, me mettre sous le plaid, tu vois, à caresser, parce que la peau, c'est le système nerveux aussi, hein, tu vois, et aller me faire masser aussi, tu vois, souvent, parce que j'avais besoin de contact physique, tu vois, le 2, il est très tactile, très kinesthésique, et donc me faire masser, me faire des spas, des hammams, tu vois, prendre soin du corps, parce que le corps, et du 2, il a tendance à se laisser aller, tu vois. Et donc, prendre soin du corps, savourer des bons ingrédients, tu vois, cette sensualité. En fait, la sensualité, le 2, il est très sensuel. Surtout moi, je suis un sous-type sexuel, tu vois, tête à tête. Donc, bien sûr, ça fait des grands dragueurs, ça fait des types qui sont chauds, qui savent comment emballer une nana. Hein, donc, ça aide. Hein. Mais, justement, c'est toute cette sensualité que je donnais aux femmes, tu vois, il fallait me la donner à moi-même. Et justement, pour ne pas être dépendant de la présence féminine, etc. Et donc, c'était, ben voilà, avoir une tactilité avec soi-même, tu vois, même après avec des niveaux plus sexuels, hein, avec soi-même, hein, prendre du plaisir avec soi-même, voir qu'en fait, on peut jouir de la vie déjà beaucoup avec soi-même, et qu'ensuite, l'autre, ben, c'est du plus.
Et tu vois, c'est l'autre est la cerise sur le gâteau d'une vie bien remplie Oui, ou d'un être bien rempli. Et c'est comme ça que la relation elle peut se tisser sans les jeux de pouvoir. Parce que l'autre, il n'est pas ma came qui me manque. il est la cerise, il n'est pas le gâteau. Et voilà, c'est ça. Eh C'est ouais. ça. Donc ça, c'est des apprentissages importants. Hein. Hmm. Et est-ce qu'au début, il y a eu des besoins en particulier que tu as mis en lumière et que quand tu disais l'histoire du plaid, du chocolat chaud, des spas, c'est tout ce que je m'autorise en ce moment, les massages, les spas, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis, sans être deux, j'ai une forte connexion à ça aussi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu des besoins particuliers que tu réprimais, que tu es vraiment en tâche avec, que tu voulais pas voir et que tu as commencé à prendre dans les bras et à t'autoriser? Bah, oui, alors c'était en 2010. 2010, je décide de faire une formation en massothérapie. Tu vois, parce qu'en fait, je commençais à prendre conscience plus du corps, tu vois, et donc bien sûr, c'était pour aider les gens, hein, pour rajouter l'aspect corporel à ma démarche, quoi. J'étais déjà coach à l'époque, tu vois. Et donc, je fais une formation en massage, c'est une révélation. Ouais, Parce que j'ai un don naturel ouais, euh, pour le tactile, quoi, pour sentir les nœuds, pour ouvrir les émotions. Et donc, apprendre le massage, ça m'a fait un bien fou. C'est-à-dire, quand je faisais le massage à quelqu'un, j'étais totalement dans le deux. Il pouvait vraiment s'ouvrir totalement parce que la personne est totalement réceptive. Hmm. Et donc là, je donnais vraiment mon plein. Et donc ça m'a fait du bien, en fait. Tu vois, ces rituels du corps, du massage, et ensuite de le recevoir. Ouais. Tu vois, de m'abandonner à que, tu vois, finalement, j'étais le meilleur de tout mon groupe de massage. C'est ça le problème. Ouais, pour Tu vois, recevoir parce que, un truc à la hauteur de ce que tu es capable de donner. ben oui, mais c'est aussi, j'ai observé que c'était aussi par compulsion que je voulais être le meilleur. Ouais. Parce que si je suis le meilleur des masseurs, je suis le seul aidant maximal et je ne vais pas être dépendant de l'aide d'un autre. Hmm. Tu vois. Mais malheureusement, je suis tombé, il y avait un masseur qui était meilleur encore que moi. Je fais, ah, ouais, je vais le dépasser, je vais apprendre, je vais le dépasser. Et en fait, à un moment donné, j'ai lâché un truc. Je dis, Ouais. allez, magnifique, fais-moi un massage de folie. Et là, c'était waouh, vraiment un lâcher, des pleurs, des émotions, Ouais. accepter de recevoir sans le gardien derrière qui dit oui, mais on va te manipuler. Ouais, waouh. Et oui, s'autoriser à recevoir, ouais, sans arrière-pensée, parce que sinon, toi, tu y mettais une arrière-pensée, du coup. Ben oui, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu enfant. Ouais. Tu vois, c'était sans cracher sur mes parents, ma famille, hein, et tout le monde fait ce qu'il peut. Hein. Mhm. Mais maintenant, tout est OK avec ça, mais dans le sens où tu sentais pas que c'était gratuit ce qu'on te donnait. Oui. C'était OK, je te fais ça, mais tu vas faire ça. Hmm. Ah, ça veut dire que si je mourre à recevoir, il faudra après faire ça. Non, non, Ouais. tu vois. Et c'est ce que pareil, et c'est ce que je revoyais aux autres, parce que quelque part, je leur donnais pour recevoir un truc. De Hmm. l'attention, au moins de l'attention ou de la valorisation. Donc, accepter d'être dans cette gratuité, tu vois, la gratitude aussi. Je trouve ça rare, hein, et aujourd'hui, j'ai baigné là-dedans. Je pense que tellement de gens ont baigné là-dedans, dans ce truc conditionnel de donner si. Pas plus tard qu'hier à la rivière, on entend une dame qui dit, je sais pas si c'est ses gamins ou si c'est petits-enfants, elle disait arrêtez, hein, sinon vous aurez pas de glace. Hein. Oui, Et le temps qu'on a été là, peut-être sur 2 heures, elle a répété au moins 3 ou 4 fois, alors qu'on savait qu'elle allait l'acheter, la glace. Mais putain, ce que ça met dans le système nerveux de si t'es sage, si tu te castres, mon petit, et que tu la fermes, alors tu auras ta récompense. Et là j'ai pensé, ouais, ouais, mais totalement. voilà, elle est pas coupable, elle est peut-être même pas consciente. Non, Et elle fait avec ses moyens. Mais c'est forcé de constater que c'est systématique, cette castration qui est terrible, bien sûr. qui nous amène après en thérapie des années après. Ben voilà, oui, c'est le chantage affectif. Ouais. Tu vois, si tu veux un peu d'attention de papa, de maman, de la sœur, du frère, alors fais ça pour moi. Et souvent, le 2, il fait bien plus. Tu vois, il va aller jusqu'au bout, quoi, du truc. Parce qu'il est aussi bienveillant, et il aime les gens plus que les gens l'aiment. Ouais. Tu vois, mais des fois, son amour, elle est celle du petit enfant qui dit alors quand c'est que tu me regardes, quoi. Hmm. Tu me fais un câlin? Hmm. J'ai pas eu beaucoup de câlins, moi. Tu vois, et il s'active parce que justement,
il en demande énorme de ça. Et apprendre à comprendre que je donnais ce que je voulais recevoir, déjà c'est une première étape. Et quand tu as compris ça et que tu l'as conscientisé, ne plus attendre des autres, mais leur donner sincèrement, sans attente, c'est-à-dire sans attente, Ouais. ce que tu veux recevoir d'eux. Et ça, les soufis, ils ont cette phrase qui est très belle, et on va parler d'un thème important pour le 2, je pense, c'est l'humilité. Orgueil, humilité. C'est Oui. là où j'ai compris l'humilité, c'est grâce aux huttes à sudation. Vraiment, parce que la hutte à sudation, tu connais peut-être. Oui, oui, j'ai pas eu l'occasion de tester, je voulais, mais non, j'ai pas, mais je connais. Bon, ben, je conseille ça à tout le monde, et spécialement aux 2. La hutte à sudation, c'est une tente comme un igloo, comme ça sur la terre, qui est comme un ventre sur la tête de la terre-mère. Hein. À l'intérieur, il y a un trou où on va mettre des pierres volcaniques à l'intérieur. Et ensuite, on va se mettre autour à l'intérieur du igloo, on va fermer dans le noir, on va mettre de la vapeur pour que ça chauffe. Et ça monte très haut. Mais ce n'est pas tant la chaleur qui fait ça, c'est aussi l'énergie qui va purifier beaucoup de choses, pour faire lâcher tous les systèmes et faire des sorties émotionnelles très fortes. Et quand je suis rentré dans cet utérus, parce que c'est comme un ventre avec une entrée, donc il y avait ce côté rapport à la mer, il y avait beaucoup d'angoisse au début parce que la peur d'être étouffé dans le ventre, tu vois, de ne pas sortir de ce giron maternel. Ouais. Mais en même temps, la terre-mère, me faisant lâcher toutes mes résistances, je me souviens d'un moment où j'ai compris l'humilité. C'était, j'avais soif à n'en plus finir, parce que j'étais tout déshydraté, et on fait rentrer un seul verre pour tout le monde. Tu vois, et nous, on est à terre, j'avais la tête dans la terre. Tu vois, et humilité, ça vient de humus. Humus, oui, la terre. La terre. Donc là, j'avais la terre dans la bouche, KO comme ça au sol, à prendre la fraîcheur de la terre entre 2 portes, tu vois, entre 2 ouvertures. Et puis ils font passer ce verre, et là, on doit se le partager. C'est ça, à travailler. Même si tu as super soif, tu as envie de tout boire, tu vois, mais comment tu réfrènes ça pour l'amour du groupe. Donc ça, c'était magnifique et j'ai compris l'humilité, mais pas seulement intellectuellement, c'était dans une kinesthésie particulière. Ouais. C'est-à-dire où tout le corps devient fragile. Tu vois, tout le corps devient comme un mouvement d'air intérieur, tu vois, qui te crée une fragilité, mais qui est d'une force incroyable. Et c'est là où j'ai compris l'humilité, qui était l'inverse, en fait, de la boursouflure externe, où il y a un tel vide intérieur qu'on masque. C'est le crapaud et le bœuf, hein, chez La Fontaine. Hein. Tu vois, on gonfle. À un moment donné, tu te dégonfles totalement. Et la chamane de l'époque, elle m'avait donné cette image-là. Mais tu sais, la différence entre l'orgueil et l'humilité, c'est très simple. Tu prends 2 arbres. Tu as un arbre magnifique, mais qui pointe vers le ciel, qui a des grosses branches comme ça, mais il n'a pas de feuilles, il n'a pas de fruits. Par contre, à côté, tu as un autre arbre qui a des fruits énormes, des feuilles magnifiques, et il plonge vers le sol. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'orgueilleux, il est vide en fond de lui, et donc il donne l'impression de toucher le ciel. Tandis que celui qui est rempli de talent, de valeur, de conscience, de qualité humaine, il en a tellement qu'il n'a pas besoin d'en faire, parce que s'il commence à parler, tu es là pour 10 jours. C'est ça qui m'a fait un petit déclic. Et puis, il y a effectivement la différence aussi, peut-être, c'est qu'il n'y a pas besoin de se raconter. Quand tu es vraiment dans le don, il n'y a pas besoin de le raconter et de tirer une identité de ça. C'est juste ce que tu donnes, c'est juste ce que tu as à ce moment-là, c'est cet arbre plein de fruits. Et vas-y, te sens, j'en ai. Voilà. Ça poussera l'année prochaine, t'inquiète. Il y a la dose, serre-toi. C'est ça. Il y a un peu ce truc-là. C'est pas, tiens, mes pommes, tiens. Ça mange mes pommes, manger des pommes. Bordel, tu veux que je la mette dans la bouche aussi? C'est clair que la différence est notable, quoi. Ouais, elle est là. Mais c'est intéressant, c'est que c'est là où l'ego peut récupérer. C'est-à-dire que dans ce vas-y, prends, il y a ce qu'on appelle la fausse humilité aussi. Oui. Il faut voir. Hein. C'est-à-dire, ouais, mais t'inquiète pas, non, moi,
Oui, vas-y, prends. Mais en fait, tu sens que tu es dans une mécanique. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, et ça part pas d'un espace de vulnérabilité. Voilà, ça, c'est des petites variantes, quoi. Oui, c'est dans les contre-mécanismes du 2, il y a un truc de ça qui est un peu de cet ordre de ah non, mais moi, j'y suis pour rien. Non, 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 mais moi, vraiment, hein, c'est. Non, moi, je ne suis rien. Je suis que le serviteur de l'absolu. Mais s'il te plaît, aime-moi, mais. Et du coup, je voulais te poser une autre question qui me tarote depuis tout à l'heure, là, en lien avec le massage, en lien avec cette histoire des fruits, en lien avec le verre d'eau, que je trouve très, très fort. Ça a été comment pour toi de commencer à recevoir? Recevoir, prendre un peu ces deux énergies-là qui sont souvent très, très dures pour le deux. C'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois. Recevoir. Enfin, en tout cas, dans mon histoire, mais l'autre deux que j'ai eu en consultation, c'est souvent ça qui revient. Recevoir, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que c'est là où, en fait, on est confronté à l'angoisse de la manipulation, à l'angoisse de la dévoration et à l'angoisse du chantage. C'est-à-dire que, mais attends, si je reçois, je vais être en dette. Oui, oui. Et comme j'ai mis en dette des centaines de personnes, et donc tu prends le miroir en pleine gueule. Ah ouais. Et ouais, Et oui, quelque part, le 2, il s'attache les autres. Oui. En donnant alors on lui a rien demandé, quoi. Et donc il a mis ces petites chaînes invisibles sur plein de gens, qu'il a rendu dépendants de son être magnifique et lumineux. Et c'est là où, à un moment donné, accepter de couper tout ça. C'est pour ça qu'il y a un temps de solitude où tu assèches tout ça qui est fondamental, tu vois. Et ensuite commencer, et c'est là où l'humilité est préalablement importante pour recevoir. Parce que tu ne peux recevoir que dans un état de réceptivité. Tu vois, un état comment dirais-je, de non-agir où tu acceptes que l'autre va remplir un espace en toi, sans que l'angoisse qui rentre la main dedans et puis qui serre arrive. Et donc ça, c'est le massage qui m'a aidé déjà. Recevoir un massage, c'est pas rien. Tu vois, surtout quand c'est des massages qui sont plus émotionnels, qui vont chercher une certaine fibre de douceur, tu vois. Donc là, on va chercher vraiment des choses très difficiles. Et ensuite, les pratiques comme les huttes à sudation, où tu reçois le verre d'eau de l'autre, tu reçois l'aide de l'autre quand tu es en fœtus en train de pleurer dans la hutte et qu'il fait chaud et que tu as envie de crever, et que les gens sont là, qui te mettent les mains sur toi, qui te massent. Et là, tu fonds. Oui. Tu fonds totalement. C'est là où tu te rends compte, voilà, ah, magnifique, je peux enfin recevoir et pas être manipulé et qu'on me demande rien d'autre. Et juste pour finir, et les soufis, ils ont cette idée, c'est quand tu donnes quelque chose, tu es nourri par l'acte même de donner. Tu es payé déjà dans le don. Et je ne comprenais pas ça au début. Mais quand j'avais expérimenté le don avec l'humilité, quand tu donnes à quelqu'un, au moment où tu l'as donné, que tu enlèves ta main, tu as déjà reçu un truc énorme. Et tu n'as pas besoin qu'en fait, ils te disent merci ou qu'ils te donnent autre chose. S'il le dit, c'est magnifique, c'est pour lui ou pour nous, mais c'est plus important parce que la beauté du geste du don m'a déjà payé en retour, en tant qu'état d'être. Ouais. C'est ça la phrase soufie à laquelle tu pensais tout à l'heure? Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est aussi un bel axe pour les deux, complètement. Ouais. D'apprendre à recevoir dans l'acte même. Ce qui amène ce désintéressement du coup et cette humilité. Tout à fait, parce que tu sais, dans les néagrammes soufis traditionnels, le néa type 2, on l'appelle Halbidoun. Halbidoun, c'est le serviteur. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est de savoir c'est quoi le sens du service. L'idée, le service, c'est quoi? Le service est à l'âme, à l'essence, ce que le désir est à l'ego. Donc, quand tu comprends ça, tu sens que la servitude, c'est pas le service. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est quand tu es connecté à cette immensité qui est au-dedans de toi et qui demande qu'à se partager, il y a quelque chose qui t'oblige au service, mais naturellement.
En fait, tu ne peux être que un serviteur de ça, un relais de ça. Ouais. Ouais, bien sûr, sinon on s'accapare le truc et puis vas-y que ça part en festival de Lego. Oui, c'est la phrase évangélique, hein, que ta volonté soit faite. Non pas la Ouais, mienne, mais la tienne. ouais, ouais. Ça aussi, ça peut être récupéré et compris de plein de façons. Oui, mais parce on a déformé un peu tout ça. Mais si tu Ouais, comprends les sens spirituels et non religieux et dogmatiques de la chose, ouais, c'est très simple en fait. Hein. c'est clair. Juste une question pratique par rapport au massage dont tu parlais. Tu as en tête certains massages qui ont cette empreinte, cette couche émotionnelle que tu recommandes ou qui toi t'ont apporté par rapport à des choses qu'on... Alors le massage californien, c'est un massage très sensitif, très émotionnel. C'est pas un massage qui va aller forcément en profondeur, comme le suédois ou le twina ou le massage chinois, des choses comme ça, ou le shiatsu. Mais c'est un massage qui va agir sur les couches du système nerveux, sur plein de zones où, en fait, où il y a des nœuds, des points gâchettes, mais sans appuyer comme dans le massage sportif, mais pour les stimuler et ouvrir un petit peu toute la sphère énergétique. C'est très enveloppant, très tendressant. Voilà, ça, pour moi, ça a été important. Aussi, le Watsu. Alors, ça, Oui. magnifique. Ah oui. Ça pour un 2, mon pote. Tu m'étonnes. Est-ce que c'est celui, moi j'avais fait celui où tu es sur une planche de surf là et c'est à la Réunion là, tu es là où tu es complètement dans l'eau, je sais plus, il y a les deux? Alors, non, moi, c'est pas sur une planche, tu es dans l'eau, tu as des coussins, C'est des ça. flotteurs, en fait, hein, la nuque, et en fait, tu te laisses aller, quoi. Ah ouais. Et, et tu vas aller dans l'eau, et tu vas faire des revécus de naissance et tout, hein, Ouais. très, très profond. Donc là, travailler sur la naissance, travailler sur le rapport à la mère, travailler sur la tendresse perdue, ça, c'est des thèmes importants. Ouais, tellement. Tu vois, après, faire du rebirth, ça m'a aidé aussi, hein. Le Ouais. rebirth, la respiration holotropique. Là, on va chercher du bois. Et après, bon, après, il y a des plantes médecines dans certains pays exotiques qui peuvent aussi pas mal carchériser, quoi. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avant qu'on se laisse, que tu sens vivant de poser là, qui pourrait, de ce qui te vient? Aimer, c'est apprécier. Aimer, c'est apprécier l'autre. Aimer, c'est s'intéresser. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Un des thérapeutes qui m'a aidé, j'ai eu cette phrase. Parce que, à un moment donné, tu sais plus trop c'est quoi aimer quand tu es un deux en mouvement, dans tout tes bordels. J'aime pas, je suis une merde, je suis un mec bien, j'en sais rien, je sais plus qui je suis, c'est le bordel. Et il m'avait dit cette phrase très claire, il dit aimer, c'est s'intéresser à l'autre. Donc du moment où tu es là avec l'autre et tu es émerveillé de la merveille qu'il est, et que, ah mais comment il vit, raconte-moi, Ouais. mais l'amour est là. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est un des grands thèmes et aussi une phrase qui guide un peu ma vie, qui peut peut-être aider les deux. Euh, pour moi, le but de la vie, entre guillemets, hein, si tant est qu'il y a un but, c'est aimer, apprendre et apprendre à aimer. Mhm. Donc en faisant ça, tu connectes les deux centres. Ouais. Aimer, apprendre, apprendre à aimer. Et c'est ça, tu sais, dans les voies initiatiques christiques, le symbole du Graal, c'est la réunion de la tête et du cœur dans le corps. Ok. Oui, et c'est dans le corps pour aller chercher le troisième. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce que je pourrais dire simplement, ce qui me vient là. Ok. Bah, merci. Bah, écoute, j'ai été ravi, enchanté, magnifique. J'espère que ça va aider des gens. En tant que deux, il faudrait que ça aide quand même. Hein. En tout cas, moi, ça m'a profondément nourri et je pense que ça en nourrira d'autres. Donc, merci pour ton don, pour ton partage, c'est ton expérience. Juste, tu vois, sans avoir vouloir donner, juste en partageant qui tu es, ça, moi, je me retrouve grandi et plus riche qu'avant. Donc, Magnifique. grand merci à toi, Michael. Avec grande joie et merci de m'avoir offert l'espace d'expression. C'était une joie. C'était une joie. Ouais, important ce que tu fais. Je mettrai des liens pour les gens qui veulent te retrouver sous la vidéo, parce que tu fais plein de choses. Et puis,
Et puis, excellente journée à toi, aux auditeurs, et puis à la prochaine. Avec joie, à tout bientôt. Merci.